Bienvenue dans cette deuxième partie de la série 5 et on continue avec l'exercice 6. Soit un noyau X à Z avec A supérieur à 4 et Z supérieur à 2. On considère les réactions nucléaires d'équation. On a la première équation 1, c'est le noyau X, A, Z, se transforme en noyau Y, A-1, Z-1, plus un noyau d'hydrogène, H1,1, autrement dit un proton. Deuxième réaction, le noyau X à Z se transforme en un autre noyau Y, A-4, Z-2, plus un noyau d'hélium, H2,4. La première question montre que la réaction 1, c'est-à-dire celle-ci, n'est possible que si les énergies de liaison vérifient la relation énergie de liaison de X elle est inférieure à l'énergie de liaison de Y. Montrez également que la réaction 2, la deuxième, n'est possible que si l'énergie de liaison de X elle est inférieure à la somme des énergies de liaison de Y et de l'hélium. Pour répondre à cette question, j'écris d'abord l'expression de l'énergie de liaison de chacun des noyaux de la réaction 1. Premièrement, alors l'énergie de liaison du noyau X, elle est égale à Z fois MP, le nombre de protons fois la masse du proton, plus le nombre de neutrons, c'est A-Z, la masse du neutron, moins la masse du noyau X, AZ, le tout fois C au carré. Je vais écrire de même l'énergie de liaison du noyau Y. L'énergie de liaison de Y égale, le Y, il possède Z-1 proton. Et il possède la différence A-1 moins Z-1 neutron, c'est-à-dire plus A-1 moins Z-1, ça devient Z plus 1. Donc ça simplifie. Il me reste A moins Z fois la masse du neutron. Voilà, donc ça c'est l'écriture initiale. Je vais la remplacer par A moins Z fois la masse du neutron. Enfin, moins la masse du noyau Y A moins 1 Z moins 1. Le tout fois C au carré. À partir de ces énergies de liaison, je vais tirer la masse de chaque noyau qui participe à la réaction. Donc, si je veux cette masse du noyau X, je vais diviser EL par C carré et je fais passer la masse à gauche et l'énergie de liaison sur C carré à droite. Donc, tout calcul fait, je vais trouver que la masse de X à Z, elle est égale à Z fois MP, plus A moins Z fois Mn, moins EL de X sur C carré. Ceci est l'expression de la masse du noyau X. De même, la masse de Y, elle est égale à Z-1 fois MP, plus A-Z fois Mn, et en fin de compte, moins l'énergie de liaison de Y sur C carré. Maintenant, après avoir déterminé la masse des noyaux X et la masse du noyau Y en fonction de L, je reviens à la réaction 1 et cette réaction, elle va libérer de l'énergie si la variation de masse est négative. Ça veut dire que la réaction 1 est possible si delta de M, qui est égal à la somme des masses après, moins la somme des masses avant, elle est négative. Ça veut dire que le delta M, je vais exprimer la somme des masses après la réaction, c'est-à-dire que sigma des masses après égale la masse de Y plus la masse du proton. Je rappelle que le noyau d'hydrogène H1,1 n'est autre que un proton. Je remplace donc la masse de Y par l'expression trouvée déjà, c'est celle-là, plus la masse du proton. Ceci me donne ZMP moins MP.
ça simplifie. Il me reste seulement Z fois la masse du proton, plus A moins Z la masse du neutron, moins EL sur C carré, EL de Y. Donc ça, c'est l'expression de la somme des masses après la réaction. Maintenant, exprimons la somme des masses avant la réaction, qui n'est autre que la masse de X, tout seul. Et je remplace M de X par l'expression déjà trouvée. D'après la condition citée ici, la réaction n'est possible que si cette différence est négative. Donc si je fais la somme des masses après, moins la somme des masses avant, c'est comme si je prends cette ligne et je retranche la deuxième ligne. Donc il me reste Z fois MP moins Z fois MP et se simplifie. A moins ZMN moins A moins ZMN, il se simplifie aussi. Il me reste moins EL de Y sur C carré, moins cette quantité, c'est-à-dire moins EL Y sur C carré, plus EL de X sur C carré. Puisqu'il y a un signe moins devant celui-là, et ça devient un plus. Donc j'aurai donc ce delta M sera égal à moins EL de Y sur C carré, plus EL de X sur C carré. Cette différence doit être négative. Donc ceci veut dire EL de X sur C carré, je fais passer ELY de l'autre côté, ça devient inférieur à ELY sur C carré. Donc, finalement, EL de X inférieur à EL de Y. Et comme ça, on a réalisé la condition ELX inférieur à ELY si on veut que cette réaction soit possible. On va raisonner de la même façon pour la deuxième réaction. C'est-à-dire, on va écrire la masse de l'hélium et la masse de Y en fonction de leur énergie de liaison. Aussi, la masse de X en fonction de son énergie de liaison. Et après, pour que cette réaction soit possible, il faut que la somme des masses après, moins la somme des masses avant, doit être négative. Et on va arriver à ce résultat. Donc c'est la masse du noyau d'hélium en fonction de la masse du proton, la masse du neutron et son énergie de liaison, EL sur C carré. Cette masse, c'est celle du noyau Y, qui est égale à Z-2 MP, et constitue de la différence 1-4 moins Z-2. C'est 1-4 moins Z moins 2, c'est plus 2, fois Mn, moins l'énergie de liaison de Y sur C carré. En effectuant ce calcul, je trouve Z-2 fois MP, plus A, moins Z, moins 4 plus 2, c'est moins 2 Mn, moins EL de Y sur C carré. Maintenant, je vais écrire la masse du noyau X. Elle est identique à la masse déjà établie. Cette réaction n'est possible que si la somme des masses après, moins la somme des masses avant est négative. Donc, delta M égale. La somme des masses après, c'est la masse de Y, plus la masse de l'hélium, moins la masse de X. Cette différence doit être négative. Maintenant, en remplaçant chaque masse par son expression, on va trouver donc le delta M, j'ai remplacé MY par son expression, puis la masse de l'hélium par son expression aussi, et j'ai mis le tout entre parenthèses, moins la masse de X, c'est cette grandeur-là. Maintenant, on peut procéder aux simplifications. Ici, j'ai moins 2MP plus 2MP. De même, moins 2Mn plus 2Mn. Donc, les masses du neutron ici et les masses des protons ici se simplifient avec le 2 pour les neutrons et le 2 pour les protons. Après, j'ai Z fois MP moins Z fois MP. Il se simplifie aussi.
Le A-ZMN, elle est simplifiée avec le A-ZMN. Donc, il me reste moins l'énergie de liaison de Y sur C carré, moins l'énergie de liaison de l'hélium sur C carré, plus l'énergie de liaison de X sur C carré. Tout ça doit être négatif. Donc, il me reste moins EL de Y sur C carré, moins EL de l'hélium sur C carré, plus EL de X sur C carré. Cette quantité doit être négative. En faisant passer les termes de l'énergie de liaison d'hélium et d'Y de l'autre côté, il devient positive. Et en simplifiant par C carré, on retrouve la condition demandée dans l'exercice. EL de X inférieur à EL de Y plus EL de l'hélium. Deuxième question. Un noyau d'uranium 92-238 peut-il émettre spontanément un proton ou une particule alpha? On nous donne les énergies de liaison de quelques noyaux, tels que l'hélium, le palladium, le thorium et l'uranium 238. Donc, pour pouvoir dire s'il peut émettre spontanément un proton ou une particule alpha, on va d'abord écrire la réaction par laquelle il va émettre spontanément un proton et vérifier s'il est possible ou bien il est impossible. Deuxièmement, on rappelle un résultat qu'on avait démontré à la première question. Si j'ai un noyau X qui donne spontanément un autre noyau Y plus une particule petite a, on a démontré que cette réaction n'est possible que si l'énergie de liaison de X est inférieure à la somme des énergies de liaison de Y et de A. Donc, je vais écrire l'équation par laquelle l'uranium émet spontanément un proton et vérifier est-ce que les énergies de liaison de cette réaction obéissent à cette relation. Prenons l'uranium 92-238. Il émet spontanément, sans intervention extérieure, un proton qu'on va mettre P, 1, et un autre noyau qui aura comme Z 91 en utilisant la conservation du nombre de charges et comme A 237. En cherchant dans les données, on a le palladium qui possède ce nombre de charges de 91 et un nombre de masse de 237. Donc, si l'uranium peut émettre spontanément un proton, il va donner cette réaction. Maintenant, on va vérifier est-ce que l'énergie de liaison de l'uranium est inférieure à la somme des énergies de liaison du palladium et du proton. Je rappelle que le proton n'a pas d'énergie de liaison. C'est une seule particule, il n'est pas composé de plusieurs. Donc l'énergie de liaison du proton est nulle. Il me reste à comparer l'énergie de liaison de l'uranium et du palladium. Voyons les données. L'énergie de liaison de l'uranium, c'est 1804,171. Par contre, l'énergie du palladium, 1797,148. Donc, on voit que l'énergie de l'uranium, elle est supérieure à celle du palladium. Donc, il ne vérifie pas cette relation. On a EL de l'uranium, 238. Elle est supérieure à l'énergie de liaison du palladium. Donc, l'uranium 238 ne peut pas émettre spontanément un proton. Donc, cette réaction, elle est impossible. Maintenant, voyons s'il peut émettre spontanément une particule alpha. Pour émettre spontanément une particule alpha, elle doit produire la réaction suivante. Uranium 92-238 qui donne une particule alpha, c'est le noyau d'hélium, He 24, plus un noyau qui possède comme Z 90.
est comme A 234. On a appliqué la loi de conservation de la charge et la loi de conservation de la masse. D'après les données de l'exercice, le noyau qui a Z égale à 90, c'est le thorium. Donc on va vérifier est-ce que l'énergie de l'uranium, c'est-à-dire du X, elle est inférieure à l'énergie du thorium, c'est-à-dire Y, plus l'énergie de l'hélium, c'est-à-dire la particule A. Faisons la somme de l'énergie de liaison du thorium et de l'hélium. On trouve 1808,693 MeV. On constate que cette énergie, 1808,693, est supérieure à celle de l'uranium, 1804,171. Donc, l'énergie de liaison de l'uranium, elle est inférieure à la somme des énergies de liaison du thorium et de l'hélium. Donc, cette relation est vérifiée, c'est-à-dire l'énergie de liaison avant la réaction est inférieure à la somme des énergies de liaison après la réaction. C'est le résultat général qu'on avait démontré à la question 1. Donc, on peut dire l'uranium 238 peut émettre spontanément une particule alpha. Troisième question, on considère la réaction nucléaire d'équation X1 Z1A1 plus X2 Z2A2 donne X3 Z3A3 plus X4 Z4A4. L'énergie de cette réaction est définie par E libéré, c'est la valeur absolue de delta E, qui est égale la somme des énergies de liaison après la réaction, moins la somme des énergies de liaison avant la réaction, avec EL, l'énergie de liaison. La question c'est déterminer E libre, énergie libérée, en fonction des masses des noyaux avant la réaction et après la réaction. Pour cela, on va partir de la formule donnée dans l'exercice. E libre, la somme des énergies de liaison des produits, moins la somme des énergies de liaison des réactifs. Troisièmement, on va donc exprimer EL de X3 qui est égal à Z3 fois MP plus A3 moins Z3 Mn moins la masse du noyau X3, le tout fois C au carré. On va faire la même chose pour tous les autres noyaux, X4, X1 et X2. Maintenant, on va faire la somme de ELX3 plus ELX4, comme c'est suggéré dans la formule. Donc, ceci me donne Z3 plus Z4 fois MP, donc je peux factoriser par MP, plus la masse du neutron, facteur 2, A3 plus A4, moins Z3 plus Z4, entre parenthèses, moins, je mets une parenthèse, la masse de X3 plus la masse de X4. Tout ça multiplié par C carré. On va faire la même chose pour X1 et X2. On trouve la même expression que l'énergie de liaison de X3 plus celle de X4, mais avec Z1 et Z2, A1 et A2, la masse de X1 et de X2. Donc la même expression, mais avec les nombres de charges et les nombres de masses du noyau X1 et du noyau X2. Maintenant, on va appliquer la formule E libre égale la somme de ELX3 plus ELX4 moins la somme de ELX1 plus EL de X2. Donc en faisant cette différence, j'obtiens l'expression suivante. Je prends MP, facteur de Z3 plus Z4, cette première expression, ce premier terme plutôt, moins le même terme dans l'autre somme, MP Z1 plus Z2. Après, plus la masse du neutron A3 plus A4, moins le même terme dans l'autre somme, moins Mn A1 plus A2,
car j'ai cette somme moins l'autre somme. Après, moins mn fois z3 plus z4. Moins mn fois z3 plus z4. Moins, ça veut dire plus mn z1 plus z2. Après, il me reste dans cette somme, moins m de x3 plus m de x4, le voilà. Moins cette partie-là, c'est m de x1 plus m de x2. Le tout fois c au carré. On sait qu'il y a conservation du nombre de charges. Donc, Z1 plus Z2 égale à Z3 plus Z4. Donc, cette différence, elle est nulle. De même, il y a conservation du nombre de charges. A1 plus A2 égale à 3 plus A4. Donc, cette différence est nulle aussi. De même, Z1 plus Z2 égale à Z3 plus Z4. Donc, cette différence, elle est nulle. Il me reste en fin de compte E libéré, elle est égale la masse de x1 plus la masse de x2 moins la somme de masse de x3 plus la masse de x4. Le tout fois c au carré. Je remarque que cette somme, c'est la somme des masses après moins la somme des masses avant. Donc, c'est l'opposé de delta de m. Donc, ceci, c'est la valeur absolue de delta de m. Le tout fois c au carré. On retrouve bien l'énergie libérée en fonction des masses des noyaux qui participent à la réaction. Dans cet exercice, on a donné toutes les démonstrations possibles de cette leçon, c'est-à-dire démontrer qu'une réaction nucléaire est possible ou bien impossible, en comparant les énergies de liaison avant la réaction doivent être inférieures à la somme des énergies de liaison après la réaction. Deuxième démonstration, établir l'énergie libérée à partir des énergies de liaison et retrouver la relation E libre égale delta M fois C carré. Bien entendu, on peut faire l'inverse. On peut vous donner E libéré égale delta M fois C carré et vous allez faire la démarche inverse jusqu'à trouver que E libéré, c'est la somme des énergies de liaison après la réaction, moins la somme des énergies de liaison avant la réaction. Exercice 7. Un réacteur nucléaire fonctionne avec l'uranium enrichi qui est constitué de 3% de l'uranium 235 fissile et 97% de l'uranium 238 non fissile. La production de l'énergie au sein de cette centrale nucléaire est basée sur la fission de l'uranium 235 bombardé par des neutrons. On a un ensemble de données, la masse des noyaux qui participent à la fission, la masse du neutron, l'équivalent MeV joule et l'équivalent U kg et aussi l'équivalent U MeV C-2. Le noyau uranium 235 subit une fission selon l'équation. Un neutron 1,0 plus un uranium 92-235 qui donne un strontium Z94 plus un xénon 54-140 plus un nombre X de neutrons 0,1. La première question, déterminer X et Z. Pour déterminer X et Z, on va utiliser la loi de conservation du nombre de charges et la loi de conservation du nombre de masses. Premièrement, conservation du nombre de charges. Ça nous donne 0 plus 92, elle est égale Z plus 54 plus X fois 0. On en déduit que Z égale 92 moins 54. Ça donne 38. En utilisant maintenant la conservation du nombre de masses. Cette conservation donne 1 plus 235. Elle est égale à 94 plus 140 plus X fois 1. On en déduit que la valeur de X elle est égale 2
Donc, en utilisant la conservation du nombre de charges et la conservation du nombre de masses lors d'une réaction nucléaire, on a pu déduire le nombre de charges Z de SR et le nombre X de neutrons produits lors de cette réaction. Deuxième question, calculer en joules l'énergie valeur absolue delta E0 libérée par la fission de 1 g de l'uranium-235. Donc, premièrement, je dois déterminer l'expression de l'énergie libérée par la fission d'un seul noyau d'uranium. Donc, la première étape de cette solution. Deuxièmement, calculons E libéré par la fission d'un seul noyau. C'est la valeur absolue de delta M fois C au carré, c'est-à-dire la valeur absolue de M de SR plus la masse de XE plus 2 fois la masse du neutron, donc ça c'est la somme des masses après, moins la masse de l'uranium-235, moins la masse du neutron. Le tout fois C au carré. Donc ceci c'est l'expression de l'énergie libérée par la fission d'un seul noyau d'uranium. Maintenant je vais chercher il y a combien de noyaux d'uranium dans un gramme. Donc deuxième étape, le nombre de noyaux d'uranium-235. C'est la masse M0 sur la masse d'un seul noyau 235, puisque je n'ai pas la masse molaire ni la constante d'Avogadro dans cet exercice. Après, le delta E0, c'est ce nombre de noyaux multiplié par E libéré. Donc, la valeur absolue de delta E0, c'est ce nombre de noyaux d'uranium-235, le tout fois E libéré. Maintenant, si je remplace le N et le E libre par leur expression, je trouve, donc il faut faire maintenant l'application numérique. Donc, cette valeur absolue m'a donné la valeur absolue de moins 0,1983, il est exprimé en U, fois C au carré, fois cette masse exprimée en kilogrammes, sur la masse de l'uranium, fois 1,66 10-27 pour qu'il soit en kilogrammes. Donc l'unité ici, le kilogramme se simplifie avec le kilogramme, il me reste le U fois C au carré. Je n'ai pas de valeur de C dans l'énoncé. C'est-à-dire, si on ne me donne pas la célérité, je n'ai pas le droit d'écrire 3 10 puissance 8. Donc, je vais multiplier cette valeur 0,1983 par 931,5 MeV sur C carré. Et comme ça, le C carré se simplifie. Et l'énergie obtenue jusque-là, elle est en MeV. Donc, pour la rendre en joules, je multiplie ce que j'ai trouvé en MeV avec 1,6 10 puissance moins 13. Et comme ça, l'énergie est définitivement en joules. Donc, delta E0 égale. Et d'après ce calcul, on doit donner ce résultat avec deux chiffres significatifs. Ça donne 7,6 10 puissance 10 joules. Troisième question. Pour produire une quantité d'énergie électrique W, un réacteur nucléaire de rendement 25% consomme une masse M de l'uranium enrichi. Exprimez M en fonction de W, delta E0, M0, R, le pourcentage ici du réacteur, P, c'est le pourcentage de l'uranium-235, puis on va calculer la valeur de M. Maintenant, on va expliquer un peu qu'est-ce que c'est que l'uranium enrichi. Alors, l'uranium enrichi, il comporte les différents isotopes de l'uranium. Dans le cas étudié ici, l'uranium enrichi que je vais symboliser par U, tout simplement, il contient de l'uranium-235 et de l'uranium-238, avec un pourcentage de l'uranium-235 de 3%. Un pourcentage P égale à 3%. Ceci veut dire que si j'ai 100 g d'uranium enrichi, je vais trouver dans cet échantillon 3 g d'uranium-235.
Et l'uranium 235 est le plus important, c'est lui qui est fissile. L'autre, il n'est pas fissile. C'est-à-dire, il ne donne pas de réaction de fission. Donc, je peux dire que la masse de l'uranium M', de l'uranium 235, qui se trouve dans cette masse M, n'est que 3% de M, c'est-à-dire P fois M. Donc, si j'ai une masse de 100 grammes, il n'y a que 3 grammes de l'uranium 235. Donc, cette masse, c'est elle qui va produire de l'énergie. Donc, cette masse va produire une énergie nucléaire, que je vais appeler E nucléaire. Donc, l'énergie nucléaire, elle est produite par la fission de cette masse d'uranium 235. Donc, je peux dire déjà que cette énergie nucléaire, elle est produite par M', et précédemment, la masse M0 de l'uranium 235 a produit delta E0. Donc, je peux dire que le delta E0, il est produit par M0, alors que l'énergie nucléaire produite par la masse M', qui est égale au pourcentage fois M. Donc, je peux déduire que l'énergie nucléaire produite par cette masse, elle est égale P fois M fois la valeur absolue de delta E0 sur M0. Deuxième point soulevé par l'exercice, c'est que la centrale nucléaire ne transforme pas toute l'énergie nucléaire en énergie électrique. C'est ce qu'on appelle ici le rendement du réacteur nucléaire. C'est-à-dire que le réacteur nucléaire ne transforme qu'une partie de l'énergie nucléaire en énergie électrique. Et cette partie, c'est 25%. Donc, je peux dire que l'énergie électrique ne constitue que 25% de l'énergie nucléaire. Je réexplique cette partie de la transformation de l'énergie nucléaire en énergie électrique. Alors, le réacteur nucléaire ne transforme que 25% de l'énergie nucléaire en énergie électrique. C'est-à-dire, si je suppose que cette boîte, c'est la centrale nucléaire, lorsque cette centrale nucléaire produit l'énergie nucléaire E nucléaire, il ne transforme que 25% de cette énergie qui va nous donner sous forme d'énergie électrique W. Donc le rendement, c'est la recette sur la dépense, c'est-à-dire que le rendement R, c'est l'énergie produite W sur l'énergie reçue par la centrale de la part de la fission. C'est pour ça que j'écris W égale à R fois E nucléaire. Maintenant, je remplace E nucléaire par son expression et je trouve W égale R fois P fois M fois delta E0 sur M0. Donc, M égale W fois M0 sur R fois P fois la valeur absolue de delta E0. Voyons les unités. Le W en joules, le delta en joules, ça s'en va. Le pourcentage n'a pas d'unité. Il me reste M0. Donc l'unité de M, c'est la même que M0. Si je prends M0 en grammes, M sera en grammes. Si je prends M0 en kilogrammes, petit m sera aussi en kilogrammes. En faisant l'application numérique, on trouve que la masse est égale. C'est 3,73 10 puissance 16 fois 1 gramme divisé par 0,25, c'est le pourcentage, multiplié par 0,03, c'est 3%, fois la valeur de delta E0, c'est 7,6 10 puissance 10 joules. On obtient 6,5 10 puissance 7 grammes, c'est-à-dire 6,5 10 puissance 4 kg.
Donc l'échantillon de l'uranium enrichi doit peser 6,5 10 puissance 4 kg pour donner cette énergie 373 10 puissance 16. L'exercice 8, le dernier exercice de cette série, il va comparer la fusion nucléaire à la fission nucléaire de point de vue énergétique. Grand A, la fusion nucléaire. Écrire l'équation de fusion d'un noyau de deutérium et de tritium qui produit un noyau d'hélium 4 et une particule YAZ. Identifier cette particule. On va d'abord écrire l'équation de la réaction, la partie A, premièrement. On va écrire l'équation de la réaction de la fusion d'un noyau de deutérium. En voyant le tableau au-dessous, on voit que le deutérium, c'est H12. Donc, il y a H12 qui va fusionner avec un noyau de tritium, H13. C'est dans le tableau aussi. D'après l'énoncé, ça va donner un noyau d'hélium 4. Et d'après le tableau de données, l'hélium, il a Z égale à 2. Donc, c'est He2 4. Plus une particule YAZ. Pour identifier cette particule, on va utiliser la conservation du nombre de charges et la conservation du nombre de masses. Donc la conservation du nombre de charges donne, il va nous donner 1 plus 1 c'est 2, égale à 2 plus Z. On en déduit que Z égale à 0. La conservation du nombre de masses, ça donne 2 plus 3, c'est 5, égale 4 plus A. On trouve que A égale à 1. Donc cette particule Y possède comme charge 0 et comme nombre de masse 1. Donc la particule Y, AZ, c'est la particule qui possède comme nombre de charge 0 et un nombre de masse A, c'est le neutron. Donc c'est un neutron. Et notre équation s'écrira enfin H12 plus H13 donne hélium He2 4 plus un neutron. Deuxième question. Calculer la perte de masse delta M en unité atomique U, puis en kilogrammes lors de cette fusion. Comment est le signe de cette perte de masse? Donc, deuxième question. On nous demande de calculer la perte de masse delta de M. Le delta de M, c'est la somme des masses après la fusion moins la somme des masses avant la fusion. C'est-à-dire, dans notre cas, la masse de l'hélium, 4, plus la masse du neutron, moins la masse du deutérium, H2, plus la masse du tritium. En faisant l'application numérique et en prenant les valeurs du tableau, on trouve moins 1,8890 10 puissance moins 2, unité de masse atomique. En kilogrammes, ça va donner, je prends cette valeur en U, je la multiplie par cette valeur en kilogrammes. C'est moins 3,13 676 10 moins 29. L'unité, c'est kilogramme. On constate que delta de M est négatif. Donc, il y a une perte de masse. Et d'après le principe d'équivalence d'Einstein, chaque fois qu'il y a perte de masse, alors le système libère de l'énergie. Donc la réaction de fusion va nous libérer de l'énergie. Troisième question, calculer l'énergie libérée E libre lors de cette fusion en MeV et en joules. Pour calculer l'énergie libérée par la réaction de fusion, j'applique la relation E libre égale valeur absolue de delta M fois C au carré. Si je prends la masse en kilogrammes et C en mètres par seconde, j'obtiens la valeur de l'énergie en joules. Donc en joules, on va trouver 2,82 10 puissance moins 12 joules. Pour la convertir en MeV, je vais diviser cette valeur par 1,602 10 moins 13, puisque 10 moins 19, ça concerne l'électron-volt. 176 MeV. Donc cette première question, on a écrit l'équation de la fusion et en exploitant la conservation du nombre de charges, du nombre de masses, on a déterminé le Z et le A de la particule produite. Deuxième question,
On a calculé la perte de masse, elle est toujours négative, ce qui veut dire que la fusion va libérer de l'énergie. Et à la troisième question, on a calculé l'énergie libérée par la fusion en joules et en MeV. Maintenant, on passe à la deuxième partie, la fission nucléaire. On passe à la deuxième partie, grand B, la fission nucléaire. On peut représenter la fission de l'uranium-235 par une équation. Uranium 92-235 plus un neutron donne Xe 54-140 plus XAZ plus 2 neutrons. En utilisant les lois de conservation, identifier le second noyau formé. Grand B. Première question. En utilisant la conservation de la charge, on trouvera 92 plus 0. Elle est égale à 54 plus Z plus 2 fois 0. On trouve Z égale à 38. En utilisant la conservation du nombre de masse, 235 plus 1, elle est égale à 140 plus A plus 2. On trouve que A égale 94. Donc l'élément ou bien le noyau formé possède comme Z la valeur 38. En cherchant dans les données, l'élément qui possède pour Z38, c'est le strontium, Sr. Donc le noyau identifié, ou bien le noyau formé est Sr 38 94. Deuxième question. Calculer l'énergie libérée lors de cette fission en MeV et en joules. On va appliquer la même relation que lors de la fusion, c'est-à-dire que E libéré égale la valeur absolue de delta M fois C carré. C'est-à-dire la valeur absolue de la masse de Xe plus la masse de X, le noyau formé, plus 2 fois la masse du neutron, moins la masse de l'uranium, 235, moins la masse du neutron, le tout fois C au carré. Comme application numérique, E libre, je vais prendre les masses en U et je les convertis en kilogrammes et je multiplie par C carré pour trouver l'énergie en joules. 1,80 10 puissance moins 10 joules. Je prends cette valeur, je la divise par 1,602 10 moins 13 pour obtenir la valeur en MeV. Ça donne 1,12 10 puissance 3 MeV en respectant le nombre de chiffres significatifs, c'est-à-dire 1120 MeV. Troisième question. De la fission de l'uranium ou de la fusion des noyaux de tritium et de thérium, quelle réaction nucléaire libère le plus d'énergie justifiée? Pour comparer le bilan énergétique de deux réactions, il ne faut pas comparer l'énergie libérée par chaque réaction. Mais il faut comparer l'énergie libérée par chaque réaction divisée par la somme du nombre de masses avant la réaction ou bien après la réaction, puisque c'est la même valeur. Donc, je vais comparer l'énergie libérée par la fusion divisée par 5, puisque j'avais H12 et H13, la somme des A c'est 5, même si je prends après, ça fera la même chose, 5, avec E libéré de la fission divisé par 236. Autrement dit, cette énergie de fusion, qui est de 176 MeV, il a fallu la participation de 5 nucléons. Donc la fusion de 5 nucléons a libéré 176 MeV. Maintenant, pour libérer 1120 MeV, il a fallu 236 nucléons. Donc, ce n'est pas le même nombre de nucléons qui participent à la fission que la fusion.
On va comparer E libéré de la fission divisé par 236 et E libéré de la fusion divisé par 5. Donc, troisième question. E libéré de fusion divisé par 5, ça donne 176 MeV sur 5. 35,2 MeV par nucléon. Donc, dans la réaction de fusion, chaque nucléon apporte 35,2 MeV. Maintenant, pour la réaction de fission, E libéré de la fission divisé par 236, elle est égale 1120 sur 236, elle est égale à 4,75 MeV par nucléon. Donc on voit bien que lors de la fission, chaque nucléon apporte une énergie de 4,75. C'est beaucoup moins que l'énergie apportée lors de la fusion. Donc, E libéré de la fusion divisé par 5 est supérieur à E libéré de la fission sur 236. Donc, la fusion nucléaire libère plus d'énergie que la fission nucléaire. Donc, pour savoir laquelle des deux réactions est la plus énergétique, il suffit de diviser l'énergie libérée par la somme des nombres de masse, soit avant ou après la réaction, c'est la même chose. Et la valeur la plus grande, c'est celle de la fusion. Donc, on dira que la fusion nucléaire est plus énergétique que la fission nucléaire. Quatrième question. Donnez au moins un avantage et un inconvénient de l'utilisation de la fusion nucléaire. Alors déjà, il y a un avantage qu'on a déjà dit dans la question 3, c'est que la fusion nucléaire libère plus d'énergie que la fission. Mais un autre avantage, c'est que lors de la fusion, il n'y a pas de production de noyaux radioactifs. Il n'y a pas de déchets nucléaires. Donc le premier avantage, les produits de la fusion ne sont pas radioactifs, contrairement à la fission qui donne le xénon et le strontium qui sont à leur tour radioactifs. Pour avoir une fusion, on doit avoir une très grande pression de l'ordre de 10 atmosphères et une très haute température de l'ordre de 100 millions de degrés Celsius. Et ceci nécessite l'utilisation d'une très haute technologie qui coûte cher. Donc le problème ou bien l'inconvénient de la fusion, c'est qu'il nécessite une technologie avancée et qui coûte cher. Ce qui n'est pas toujours possible. Donc en résumé, la fusion a un avantage sur la fission de point de vue énergétique et les produits de la fusion ne sont pas radioactifs. Mais l'inconvénient de la fusion, c'est qu'on doit porter la pression à 10 atmosphères et la température à 10 puissance 8 degrés, ce qui nécessite une technologie très avancée, ce qui n'est pas toujours possible. Donc c'est l'un des inconvénients de la fusion. Dans cet exercice, on a traité la fission et la fusion et on a comparé leur énergie libérée. Et en fin de compte, on a cité quelques avantages et quelques inconvénients de la fusion.